Le prochain intervenant s'appelle Patrick Storet. Il est conférencier, professeur, entrepreneur, serial écrivain. Il quadrille la France, depuis HEC à Toulouse, à Angers, à Lille. Enfin voilà, vous devez être tout le temps dans le train. Patrick, mesdames, va nous parler d'amour. Alors, il aurait pu nous parler d'adopteunmec.com. En l'occurrence, il va plutôt nous parler d'adopteuneentreprise.com, ce qui est un peu moins drôle, mais qui sera quand même hyper sympa. Il va nous parler d'engagement, de relations entre les entreprises et leurs collaborateurs. Il va nous toucher au cœur. Merci de l'accueillir chaleureusement. Merci, Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous savez, les Char Speaks, les organisateurs des Char Speaks sont très stricts. La règle, c'est 15 minutes, pas une de plus. Et là, on a tout le signe du management moderne, vous savez, le management par la pression avec le compteur qui défile. Et donc là, ça fait déjà une minute 13, vous vous rendez compte? J'ai laissé passer ça. Alors pour tout vous dire, l'année dernière, j'ai pas eu le temps de tout vous dire. Donc j'ai l'intention de commencer mon exposé, de reprendre ce que j'étais en train de dire l'année dernière et de continuer si ça ne vous dérange pas. Donc effectivement, l'année dernière, on arrivait à une sorte de conclusion qui était la suivante, qui était de dire finalement l'un des enjeux auxquels nous sommes confrontés, c'est pas de remettre l'homme au cœur de l'entreprise, mais de remettre l'entreprise dans le cœur des hommes. Et donc c'est pour ça que cette année, je voudrais essayer de vous parler d'engagement. Et puisque sur ce thème-là, évidemment, je n'ai absolument pas la prétention de détenir une pierre philosophale ou d'essayer de prétendre détenir une vérité, je voudrais simplement partager avec vous quelques éclairages, quelques convictions, sur un thème où effectivement on peut se dire que je voudrais essayer de comprendre ce que sont les mécanismes qui président à cette sorte de mal-être à l'intérieur de l'entreprise, de mal-être au travail, de défiance à l'égard de l'entreprise. Et puis, enfin, quand un mal peut-être très français, comme tu l'as souligné Pierre, et puis puisque Philippe a convoqué Cocteau, on va rappeler Cocteau, que Cocteau nous disait les Français sont des Italiens qui font la gueule. Plus on voyage, plus on a envie d'être italien. Et donc je voudrais qu'on essaye de comprendre ces mécanismes. Et ces mécanismes, évidemment, il y a tout un tas de phénomènes qui expliquent ce mal-être au travail. Je voudrais simplement en distinguer trois. Trois parce que ce sont trois facteurs qui forment une logique d'ensemble. Et c'est de cette logique d'ensemble, peut-être un peu transverse, ce qu'on n'aime pas toujours ni dans le monde universitaire, académique, ni dans l'entreprise, parce que c'est transverse, ça rompt avec les silos. Et donc je voudrais essayer de les exposer. Premier facteur, c'est la financiarisation des entreprises. C'est ce qui nous a conduit à la fin des années 80 et au début des années 90 à placer, à faire acte d'allégeance au seul propriétaire, à placer la rémunération de l'actionnaire comme étant la seule et ultime finalité de l'entreprise. Et c'est contraire, comme le montre ce graphe, à l'idée que se font les collaborateurs de ce que devrait être la raison d'être d'une entreprise. Et donc, si on ajoute à cela l'une des résultantes qu'Emmanuel avait présentée hier de nos organisations en silo ultra-processées, qui est fondamentalement l'audace encadrée, c'est-à-dire cette perte d'autonomie, y compris pour les cadres supérieurs, qui sont beaucoup plus attachés à la compliance, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, à la conformité, et progressivement s'est développé une sorte de sentiment, un décalage entre l'idée que se font les gens de ce que devrait être une entreprise, c'est-à-dire un projet collectif qui fait sens, à l'intérieur duquel on peut exercer cette audace. C'est un nom, ça s'appelle l'autonomie individuelle, depuis la nuit des temps. C'est les mots qui changent régulièrement, ce sont les modes auxquels Cécile faisait référence. Et un décalage entre ce qui se disent comme devant être la finalité de l'entreprise et la réalité à laquelle ils sont confrontés tous les jours. Donc une sorte de sentiment de dissonance. Deuxième facteur sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est tout simplement la mondialisation avec l'un de ses effets, la brutalité de la crise qui nous a rappelé à nous, Européens et particulièrement Français, la désindustrialisation des économies occidentales du début des années 70 et l'une des conséquences aujourd'hui, qui est tout simplement le manque de compétitivité. Et ceci a nourri, parce que les gens ne sont pas complètement idiots, ils comprennent un petit peu ce qui se passe, ça nourrit des peurs, comme tu l'as souligné Pierre tout à l'heure, des peurs qui font que on nous dit que les Français sont terriblement pessimistes. On est les plus pessimistes, évidemment, on est les plus gras, les plus gros, les plus riches, on a tout à perdre. Et donc ceci nourrit une sorte de défaitisme ambiant dans cette grande compétition, dans ce grand barnum de compétition. On n'a aucune chance de s'en sortir, de toute façon, les dés sont jetés à l'avance. Et si on rajoute à ça la deuxième conséquence de nos organisations ultra-processées en silo, c'est-à-dire les injonctions contradictoires qu'elles nous délivrent à longueur de journée, on ne peut même plus faire son job tranquillement, quoi. On ne peut même plus essayer d'exercer la nature de son métier. Et petit à petit, se développe ce sentiment chez les gens qu'on est dans une sorte des grandes orgues où tout le monde joue de son tuyau, mais personne ne joue la même partition. On a une sorte d'impression que les efforts que l'on va produire, de toute façon, sont voués à l'échec et on n'a aucune chance de réussir. Et ça s'appelle un sentiment d'impuissance. Troisième facteur sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est la réalité de notre société de consommation.
hein, qui fait que la nature et comment dirais-je, nos exigences, nos attentes individuelles, nos attentes collectives sont de plus en plus difficiles à satisfaire. On est un peu dans une société dans laquelle le bien-être est un dû. Mais il y a des sociétés dans lesquelles être est une chance. Hein. Ça fait juste une petite différence. Et quand on parle de reconnaissance et de récompense que l'on peut espérer au regard des efforts que l'on va consentir, il y a un thème fondamental qui est celui du sentiment de justice et d'équité. Quand on regarde la réalité des écarts de revenus en France, de 1970 à 2000, ça n'a cessé de baisser. Mais quand on regarde de 2000 à 2010, ça n'a cessé de croître. Et c'est cette dynamique que les gens retiennent. Cette dynamique, cette impression que de toute façon, devant nous, il n'y a que de la régression possible. C'est-à-dire qu'en 2010, on en est au niveau où on en était à la fin des années 70. Et les gens se disent, mais finalement, de toute façon, quels que soient les efforts que je vais produire, je ne serai pas payé en retour, je n'aurai pas de récompense. Rajoutez à ça le troisième phénomène, conséquence de nos organisations en silo. D'abord, nos politiques de rémunération. Structuré pour l'essentiel sur des logiques d'objectifs individuels. Et je vois qu'il y a des compagnons dans la salle, ils vont bien me comprendre. Et ces objectifs individuels dont on vient de voir qu'ils sont fréquemment contradictoires. Donc celui qui essaye de passer outre, parce qu'il est motivé tout simplement par l'intérêt du bien commun, bien faire son job, les 97% qui ne sont pas des moutons et qui ne sont pas des brebis galeuses, et c'est l'essentiel des gens qui essayent de bien faire leur job, ben ces gens-là, non seulement ils vont à l'encontre de leurs intérêts individuels, puisque ce n'est pas dans les objectifs, mais en plus, comme on a abandonné le champ de la reconnaissance, on ne va pas leur dire merci. Donc c'est la double peine. À ce sentiment de non-reconnaissance, il se mue assez rapidement en un sentiment d'injustice. Dès lors qu'on commence à être confronté aux dérives d'une minorité, et j'ose espérer, je crois encore en ça, que c'est une minorité, mais que ce soit des ministres qui trichent, des syndicalistes qui ont des goûts un peu prononcés pour la déco, ou même ces montres de luxe qu'on nous brandit comme étant le seul symbole possible de la réussite avant 50 ans. Mais moi, je me dis, très franchement, je me dis, j'ai du bol, hein, j'ai ni l'un ni l'autre. J'ai pas la montre, j'ai pas encore les 50, si ce n'est peut-être les nuances de gris du même nombre, mais je me dis, mais merde, finalement, ma vie tient à pas grand-chose. Vous voyez, là, on a trois cercles, un peu comme des Pac-Man qui nous dévorent, et qui ont la particularité de former un triangle qui n'existe pas, mais on voit plus que lui. On ne voit plus que lui parce qu'on est obsédé par ce décalage que l'on observe entre ce que l'on pense comme étant le but que l'on devrait poursuivre et la réalité que l'on observe. On ne voit plus que lui parce qu'on se dit que les efforts que l'on va faire de toute façon sont voués à l'échec et qu'en plus de toute façon, même si on acceptait de les produire, on ne sera pas récompensé. C'est-à-dire un sentiment de dissonance, un sentiment d'impuissance et un sentiment d'injustice. Ces trois sentiments, je ne suis pas un expert du stress, donc parler devant vous, je prends un risque, mais ces trois sentiments sont généralement reconnus comme étant des sentiments de stress chez les gens. Donc du coup, les tensions qui débarquent. Et donc je crois que finalement, on peut conclure que dans la société civile, s'est développé un terreau très anxiogène qui a été complètement, comment dirais-je, amplifié par le décalage qu'il y a entre nos pratiques en matière d'organisation et de management qui sont inadaptées à ce qu'exige la compétition mondiale aujourd'hui. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, finalement, c'est la capacité à faire de l'innovation et de la productivité en même temps, et que nos modes d'organisation en silo, ils ont été fabriqués pour faire de la productivité. Et donc elles sont devenues inopérantes et contre-productives, Emmanuel l'a dit dans sa conférence introductive hier, et en plus elles ont des effets pathogènes sur le corps social de nos entreprises. Donc comment on se démerde aujourd'hui pour essayer de démêler cette question de l'engagement des collaborateurs sur ce terreau-là? Alors je crois qu'il faut revenir au début. On va commencer par la question du sens. Et je voudrais qu'on revienne tout simplement à se poser une petite question, c'est-à-dire faire ce que Napoléon disait. Napoléon disait « Je construis mes victoires dans les rêves de mes soldats ». On ne se pose jamais la question de ce qui fait rêver nos collaborateurs. Et il y a un slogan que je trouvais assez sympa de mai 68, disant « On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance ». Est-ce que vous pensez que quand on affiche un plan croissance 2020 ou un EBITDA plus 20%, est-ce que vous pensez que c'est de nature à motiver, à donner des étoiles dans les yeux de nos collaborateurs? Enfin, en tout cas, moi, j'étais dans des grands groupes nord-américains, français, etc. Mais le plan croissance 2020, je m'en fous. C'est bien ça qui fait que je me lève le matin. Je voudrais revenir à cette petite idée sur la montre de tout à l'heure. Je veux bien comprendre qu'une montre de marque, ça fasse envie. Mais ce sont les poètes qui donnent envie. Et très sincèrement, entre faire envie et donner envie, il y a une petite nuance qui n'est pas qu'une nuance de langage. Fondamentalement, je crois que c'est ça qui fait toute la différence. Et les poètes, ils donnent envie parce qu'ils parlent au cœur des gens. Et c'est ça que nos entreprises ont oublié de faire. Ou en tout cas, elles n'ont plus. C'est une dimension qu'elles ont perdue. C'est-à-dire cette capacité à formuler un projet qui parle au cœur des gens.
qui parle au cœur des collaborateurs. Et je comprends qu'on ne puisse pas en permanence formuler un grand dessein universel, nourrir la planète, transformer le monde, je ne sais quoi, guérir les gens, mais on peut peut-être au moins réhabiliter quelque chose de très simple qui fait l'essence même du travail pour l'homme, l'amour du métier, l'envie du travail bien fait, ce que toi tu as appelé l'audace tout à l'heure Philippe, ce que tu as appelé la liberté, et finalement c'est un truc très simple, c'est le minimum d'autonomie individuelle dont on a besoin pour s'épanouir dans son travail, condition minimale pour s'engager. Alors au-delà de cette question du sens, c'est-à-dire du sens qu'on donne au projet collectif et par voie de conséquence au travail individuel, après évidemment on se confronte à la réalité. La réalité, ce sont les deux autres sentiments que j'ai évoqués tout à l'heure. Le premier d'entre eux, c'est le sentiment d'impuissance. Ça nous invite à retravailler la question de la cohérence entre ce que nous visons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et le deuxième, ce sentiment de non-reconnaissance ou d'injustice qui nous invite à retravailler de façon très sérieuse la question de la cohésion, c'est-à-dire un contrat social qui fasse que l'entreprise est au minimum vécue un petit peu comme une communauté d'intérêt et pas comme une bande de mercenaires. Évidemment, la question de la cohérence n'est pas une question qui se décrète, c'est l'épreuve du quotidien, au travers des décisions que l'on prend, au travers des actes que l'on pose, y compris les plus symboliques d'entre eux. Doutez pas un instant que les collaborateurs ne sont pas dupes de nos discours langue de bois. Je me rappelle d'une intervention de Philippe là-dessus sur les politiques de communication des entreprises qui sont parfois dignes de la Corée du Nord. J'avais bien aimé ta formule. Mais en revanche, soyez bien certains qu'ils sont tout à fait capables de comprendre qu'on se plante, qu'on se trompe, à la condition que nos erreurs s'inscrivent dans la poursuite de l'intérêt du bien commun. Et l'intérêt du bien commun, c'est quoi? C'est le projet d'entreprise sur lequel on a essayé de se fédérer et que l'on a dit, que l'on a annoncé. En la matière, ils sont en attente d'authenticité et d'exemplarité. La question de la cohésion, j'en reviens là pour le coup à des questions d'une part de rémunération. Ça nous invite à retravailler deux dimensions qu'on a laissées en jachère dans nos pratiques de management. La première, c'est réintroduire une dimension collective dans nos politiques de REM et une dimension collective palpable, au-delà de l'intéressement et de la participation. Puis la deuxième, c'est le chantier de la reconnaissance qu'on a complètement abandonné. Et la vraie reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Par conséquent, ceci nous invite à travailler la question de la qualité de vie au travail et son socle le plus élémentaire, que sont les règles de vivre ensemble, à commencer par la politesse et le savoir-vivre. Je vous raconte cette anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des conférences pas très loin dans une grande tour ici. Je me suis livré à une expérience. J'ai compté le nombre de fois où les gens disent spontanément bonjour en rentrant dans l'ascenseur. J'ose pas vous dire les résultats. Donc je crois que beaucoup d'entre nous, collaborateurs, managers, dirigeants, qui vous voulez, on a à réapprendre ce qu'on enseignait aux caissières à une certaine époque, l'acronyme SBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Alors évidemment, je ne prétends pas avoir la pierre philosophale de l'engagement, c'est une évidence, c'est un sujet très complexe. J'ai trois convictions que je voudrais vous livrer. La première, c'est que ça nous invite vraiment à réfléchir à notre vision du travail, quel est le sens du travail. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas attaquer cette question sans nous interroger au fond sur ce qu'est la finalité d'une entreprise, et je dis bien la finalité, le projet ou l'actionnaire. Et je ne dis pas que la rémunération de l'actionnaire ne soit pas un objectif impérieux, mais c'est un objectif impérieux qui jalonne la réussite d'une finalité, une raison d'être qui lui est supérieure. Et enfin, on ne pourra pas adresser cette question si on ne remet pas en profondeur en cause nos modes de management et nos modes d'organisation pour les effets pathogènes qu'ils produisent et leur inefficacité au regard de l'innovation et de la productivité. Donc vous l'avez compris, je crois que les entreprises qui sont en panne de cœur sont des entreprises qui sont en panne tout court. Elles sont en panne tout court pour une raison simple, c'est que je pense que la réponse à cette très délicate équation, elle ne tient pas dans un énième modèle de management que la mode nous aurait amené, encore moins dans l'application d'une norme, y compris des normes RH. J'ai presque envie de dire sous forme de provocation qu'entre la norme et la vie, il va falloir choisir. Et poussons la provocation un petit peu plus loin, entre la bourse et la vie, je pense qu'il va falloir choisir également. En tout cas, entre prendre et entreprendre, moi j'ai résolument choisi. Donc je suis content d'avoir vu un entrepreneur avec un chercheur, pour une raison très simple, parce que je pense que c'est dans cette dimension collective du projet d'entreprise qu'on trouve le véritable sens de ce que l'on fait et par conséquent les véritables raisons de son engagement. En tout cas, c'était le message ou la conviction que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.